L'invitée de 15 cette semaine, c'est la journaliste et autrice Julia Foyce. Bonsoir. Bonsoir Bintili. Après votre essai « Je suis une sur deux » où vous parliez notamment du viol que vous avez subi, vous sortez Ce que le féminisme m'a fait aux éditions Flammarion. Alors, il vous a fait quoi le féminisme ? Eh ben, du bien. Et effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Je crois que Ce que le féminisme m'a fait est une réponse à une sur deux qui était quelque chose que je portais en moi depuis très longtemps. Et j'étais journaliste, féministe, engagée, etc. Et je me disais, je peux pas dire à tout le monde, en fait, notre seule arme, c'est la parole. Donc, on y va, les meufs, on le dit et on n'a plus peur et on n'a plus honte. Et moi, le taire. Donc, je l'avais dit. Et j'en avais fait un essai, entre le récit et l'essai, sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis, en l'écrivant, je me suis rendu compte que si je le faisais, c'est que, quelque part, le féminisme m'avait donné des armes pour le faire, m'avait donné des chiffres, m'avait donné des mots, m'avait donné une pensée. Et que le féminisme est très clairement l'une des choses qui m'a le plus sûrement remise debout après cette sale histoire. Et donc, ce que le féminisme m'a fait, c'est ça. Mais ça n'est pas que lié au viol. C'est comment, quand vous changez de lunettes, parce que c'est vraiment ça, le féminisme, et ben quelque part, ça irrigue tout, puisqu'on se bat contre un système. Le féminisme, en lui-même, est une pensée qui fait système, puisque ça irrigue les questions de couple, les questions de transmission mère-fille, la question de l'éducation des enfants. J'ai 2 garçons, je vous laisse imaginer. Voilà. Et puis c'est comment votre rapport au boulot change, comment votre rapport à vos patrons, à vos patronnes change. Enfin, comment petit à petit, quand vous avez basculé, que vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière parce que le monde, vous le regardez autrement, comment tout change, mais comment ça change quelque part pour un grand bien. Vous vous amusez de ce qu'on reproche au féminisme, d'avoir tué le couple, la famille, de bousculer la société. Ça fait beaucoup, non ? C'est-à-dire que ça tue les couples dysfonctionnels et ça, c'est plutôt pas mal. Effectivement, les nanas prennent un petit peu conscience que ce qu'elles vivent au sein d'un couple, et je parle même pas de violence conjugale, mais je parle de très, très, très inégale répartition de la tâche domestique. Alors, ça bouge, oui, c'est vrai. Les hommes consacrent en moyenne depuis 20 ans 1 minute de plus aux tâches ménagères. Donc c'est vrai que ça bouge. Donc si ça permet de mettre un coup de pied dans ce genre de fourmilière, alors oui, c'est un grand oui, je dirais. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait peur à tout le monde parce que ce qu'on vient secouer, c'est les fondations d'une société. En secouant le couple et en secouant la famille, on secoue les fondations d'une société. En revanche, ce que je ne laisserai pas dire, c'est qu'on veut détruire pour détruire ou qu'on veut remplacer un système de domination par un autre système de domination. Non, on veut détruire pour reconstruire. Et ce qu'on veut reconstruire, c'est un monde qui soit respectueux des unes et des autres et qui soit enfin égalitaire. La promesse faite sur le fronton des mairies liberté, égalité, fraternité, d'ailleurs, fraternité, on pourrait le remettre un tout petit peu en question, que cette promesse soit enfin tenue. Dans votre livre, vous posez de vraies questions, justement. Être féministe, est-ce arrêter de se maquiller et de s'épiler ? Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Mais regardez-moi. Alors, moi, je me maquille. En fait, c'est vrai que ce qui est génial avec la question féministe, c'est que comme ça irrigue tout, vous questionnez tout. Et moi, j'adore me questionner, j'adore questionner le monde. Donc, c'est en ébullition perpétuelle. Et je peux comprendre que ça foute la trouille, je peux comprendre qu'on ait la flemme, mais moi, ça me va assez bien, ce questionnement perpétuel. Le féminisme, c'est aussi un chemin. Donc, on avance petit à petit. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on change d'avis. Et puis, il y a des choses qu'on lâche en cours de route. Et puis, d'autres auxquelles on tient vraiment. Surtout, le féminisme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas une église, c'est pas un dogme. Chacun en fait ce qu'il veut. Chacun et chacune en fait ce qu'il veut. Et s'il y a bien quelque chose qui est au fondement des luttes féministes, c'est la conquête du choix pour les femmes. Donc, le féminisme n'a jamais interdit à quiconque de se maquiller. Le féminisme a juste voulu dire, en fait, j'ai le droit d'être une gonzesse et de ne pas me maquiller si j'en ai pas envie. Et j'ai le droit d'en être une et de me maquiller si j'en ai envie. Et puis, je vais peut-être en avoir envie le lundi et puis pas le mardi. C'est vraiment la conquête du choix. Vous démontrez qu'en France, en 2024, avoir la trentaine, ne pas être en couple et ne pas avoir d'enfants, c'est encore très critiqué. En fait, c'est le point de départ de ce livre. Je vous jure, Bindili, j'ai eu un fou rire. Je rentre chez moi, ma journée était pourrie, vous savez, les matinées où rien ne va en fait, mais rien. Et en fait, du coup, je scrolle sur Twitter comme tout le monde. Et là, je tombe sur une vidéo où je vois une nana qui dit « Moi, quand je suis rentrée en féminisme », donc l'expression m'a un peu interpellée, j'y ai vu une promesse de bonheur et puis j'ai compris que j'ai voulu tout bien faire. Les féministes interdisaient de se maquiller, j'ai cessé de me maquiller. Résultat, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Bref, j'ai raté ma vie. J'ai eu d'abord un fou rire.
C'est en général ma première réaction aux choses, c'est que je me marre. Et après, je réfléchis. Et je me suis dit, c'est fou quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une nana de 30 ans ait si mal compris le message des féministes qui, encore une fois, n'interdisent rien, voudraient juste que tout le monde ait les mêmes choix? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, aujourd'hui encore, quand on a 30 ans, qu'on n'a pas de mec ou pas d'enfant, on considère qu'on ait raté sa vie? Ça veut dire que pèsent encore aujourd'hui, en 2024, ces injonctions sur les femmes où il faudrait, pour être accompli, être en couple et avoir des enfants, c'est-à-dire ne pas exister par soi-même, c'est-à-dire être l'épouse de, ou la compagne de, et la mère de. Et en fait, ce que j'ai envie de raconter dans ce livre, c'est un droit à être soi, émancipé de tout le reste. Et le féminisme, ça fait ça aussi, ça apprend à dire « je ». C'est quand même pas mal. Vous avez eu votre premier garçon grâce à la PMA. Ouais. Votre conjoint que vous avez rencontré ensuite a voulu le reconnaître. Et là, vous racontez comment le patriarcat est à l'œuvre comme jamais. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En fait, moi, j'ai donc mon fils aîné. Je rencontre ensuite mon compagnon. Le plus drôle, c'est que ça se passe souvent comme ça. Chez des nanas qui font des PMA célibataires, ça se passe souvent comme ça. Je rencontre mon mec après. Je fais un enfant avec mon mec. Bref, on est tous les quatre une famille un peu très ricorée en apparence et en fait pas du tout. Et puis moi, je suis pas sur le fond hyper optimiste et donc je pense toujours à la mort des gens que j'aime ou à ma propre mort. Après, je peux être plus gay que ça, mais c'est vrai que j'ai un fond où j'y pense souvent et je me dis mais merde, si je meurs demain, mon compagnon n'est rien pour mon fils, qui pourtant l'appelle papa depuis 4 ans et qui s'occupe au quotidien de lui merveilleusement bien depuis 4 ans. Je trouvais ça injuste et par ailleurs un peu effrayant. Donc on s'est dit, il faut qu'on formalise tout ça. L'un des biais possibles, on s'est rencardé, on nous a dit le plus simple, l'adoption, c'est très long. Il y aurait le mariage. Mon compagnon sort d'un mariage qu'il... Bon, on va dire qu'il retournait tout de suite. Non, il n'a pas tellement envie, ce que je peux comprendre. Et du coup, on nous dit, mais même des gens assez haut placés nous disent, le mieux, c'est, il a qu'à aller en mairie, et en fait, il dit, j'ai oublié de reconnaître l'enfant, mais c'est moi le père, et c'est bon. Et je dis, mais quand ça, c'est bon? Eh bien, si, c'est bon. Aucun document, moi, j'ai même pas à être là, je suis sa mère, j'ai même pas à être là, j'ai rien à signer. C'est-à-dire que dans un régime patriarcal, Binti dit, n'importe quel mec peut aller dans n'importe quelle mairie et dire « je suis le père de cet enfant, j'en suis le propriétaire ». Et je me suis renseignée auprès des associations féministes et c'est effectivement l'une des armes utilisées par un certain nombre de mecs qui ont décidé de faire chier une gonzesse jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, ils vont en mairie, reconnaître l'enfant et terminer. Ils ont l'autorité sur lui, sachant que l'autorité paternelle en France est très, 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 très difficile à contester, voire quasi... La loi aujourd'hui l'autorise en cas de violence conjugale ou d'inceste. Normalement, un père est déchu de ses droits, mais c'est sur appréciation du juge. On peut demander un test de paternité dans ces cas-là ou pas? Alors, on pourrait, mais on engage une bataille judiciaire dingue, et puis avec des frais, et puis avec un temps et une énergie de dingue, alors que cet enfant ne serait pas l'enfant n'est pas l'enfant de ce père-là. Enfin, je veux dire, c'est Kafka. Et enfin, c'est pas Kafka, c'est le patriarcat. On apprend quelque chose de fou grâce à vous. Vraiment, je ne connaissais pas cette histoire. Vous Merci. faites très peur. Vous rappelez que toutes les 7 minutes en France, une femme subit un viol ou une tentative de viol. Et malgré ce chiffre, le pays n'imprime pas. Non. Et je vais vous dire pire que ça. Il y a de nouveaux chiffres qui sont tombés hier, publiés dans le journal Le Monde. Depuis MeToo, les classements sans suite en matière de viol sont passés de 83% à 94%. Voilà. Donc c'est pire depuis MeToo. Oui. Alors, je pense, j'ai une petite hypothèse parmi toutes les hypothèses qui peuvent être évoquées. Il y en a une qui me semble très vraisemblable. C'est la Fondation des femmes qui a évalué la chose, qui dit qu'en fait, depuis MeToo, les plaintes ont explosé. Les moyens n'ont absolument pas suivi, quoi qu'en dise le gouvernement. C'est-à-dire que l'augmentation du budget dévolu à la lutte contre les violences faites aux femmes est tellement infime qu'en fait, il n'y a presque rien. Et même, mathématiquement, l'enveloppe dédiée à chaque femme victime de violence a baissé de 25%. Donc, il y a encore moins d'argent, encore moins de moyens pour traiter ces affaires-là. Donc, en fait, ils classent très vite. Et ce sont des enquêtes bâclées, et ça, c'est pas moi qui le dis, les avocates et les avocats spécialistes de ce genre de dossier-là le déplorent. Les enquêtes sont bâclées, donc on classe sans suite. Et par ailleurs, il y a le fait que les juges, les gendarmes, les policiers, les avocats sont tous imbibés de cette culture du viol que nous, on a avalé au biberon. Pour résumer, ce serait long à expliquer, mais pour résumer, la culture du viol, c'est dire que le corps des femmes est à disposition et que les mecs, les pauvres, ils ont des besoins et des pulsions. Donc, après tout, le viol, ça fait partie du jeu. En fait,
on est tous imbibés de ça, on le voit au cinéma, on le voit, on l'entend dans les chansons, on le lit dans les livres. On grandit nourri par ça. Donc ils le sont aussi. En contrepoint, pour faire contre-pied, je veux dire, il faudrait une formation digne de ce nom. Depuis le Grenelle, ils sont censés avoir été formés. La formation est loin d'être suffisante, elle est loin d'être générale. Donc ces affaires sont jugées par des gens qui ont les mauvaises lunettes, qui n'ont pas encore changé de lunettes. Vous insistez justement sur cette phrase, le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue. C'est important de le rappeler. Le machisme, il tue tous les jours. Une femme qui meurt quand même tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, vous l'avez dit, une femme violée toutes les 7 minutes. Je veux dire, on vit dans un pays où sévit une violence de masse. Elle est systémique, elle est séculaire et effectivement, la rue bouge. Mais pour le reste, les institutions, non, on garde les yeux bien fermés et puis surtout, ne bougeons pas une oreille. Et on brandit l'épouvantail de « attention, le féminisme va faire peur aux hommes ». Et c'est là qu'on rappelle que le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme, lui, tue tous les jours. C'est d'une mauvaise foi hallucinante de dire « ah là là, mais les féministes déclarent la guerre des sexes ». Alors, mis à part le fait qu'il faudrait plutôt parler de guerre des genres, si jamais, et si guerre il y a, qui l'a fait à qui, en fait ? Qui viole, qui cogne, qui menace, qui harcèle ? Je suis pas sûre que ce soit des femmes. Nous, on riposte, et avec nos moyens, qui sont en général légaux et pas violents. Donc, si on perd un temps fou à un temps d'antenne ou un temps de discussion à déplorer la violence, avec beaucoup de guillemets, des discours féministes, est-ce qu'on pourrait réserver la même énergie à s'attaquer à la violence masculine ? Parce que oui, elle est masculine, cette violence-là. Vous revenez dans ce livre sur le viol que vous avez subi par un père de famille jugé irréprochable qui a été acquitté. Vous racontez qu'encore aujourd'hui, on vous dit « n'en parle pas trop, tu vas être réduite à cette histoire ». C'est lunaire de vous dire ça. Mais parce que, en fait, tout est bon pour qu'on ferme nos gueules, quoi. Donc, il y a cet argument... Il y a l'argument de vous faites peur aux hommes, et puis il y a l'argument de attention, tu vas être réduite à cette histoire-là. Parce qu'effectivement, donc j'ai écrit ce livre parce que c'est vrai que la parole est notre seule arme, et que je le dis dans ce que le féminisme m'a fait, ils violent sur nos bouches cousues, très clairement, parce qu'ils savent qu'ils vivent dans un système d'impunité quasi totale. Je le rappelle, 0,6% des viols seulement qui finissent condamnés aux assises, donc ça s'appelle l'impunité. Quasi parfaite, Ils le savent. C'est pas des kamikazes, c'est pas des fous furieux. On adore se raconter que c'est des monstres ou des marginaux qui investissent les villes à la nuit tombée, etc. Ça rassure tout le monde parce que ça n'interroge personne. La vérité, c'est que celui qui viole, c'est mon voisin de palier, c'est un père de famille. Celui qui m'a violé était capitaine de l'équipe des minimes, mais ça faisait que non, il pouvait pas avoir violé. En fait, évidemment que tous les hommes ne violent pas. Mais pardon, Bintili, on ne va pas les féliciter parce qu'ils ne violent pas, en fait, c'est juste normal. En revanche, une écrasante majorité des violeurs sont des hommes. Donc ça veut dire qu'on a quand même un léger souci dans la construction du masculin et qu'il faudrait peut-être s'attaquer à ça. En attendant, la seule chose qu'on peut faire, effectivement, c'est que nous, les femmes, on parle les ex-victimes, je préfère ex-victimes d'ailleurs, parce que je l'ai été, et puis j'ai eu la possibilité de digérer cette histoire et de vivre avec, en fait, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Mais voilà, moi, j'avais la possibilité, parce que j'avais fait ce chemin, parce que j'avais été très bien entendue, très bien entourée, que j'avais été immédiatement crue, parce que sans doute aussi parce que j'ai la bonne couleur de peau, sans doute aussi parce que j'ai la bonne sexualité, sans doute aussi parce que je viens d'un milieu qui est aisé financièrement, donc on peut être aidé de tous les côtés. Bref, moi, mon métier, c'était de parler dans un micro, j'allais pas me taire. Quand on me dit, tu vas être réduite à ça, moi, dans ma tête, je me dis, écoute, surtout que les gens qui vous disent ça sont les gens qui vous connaissent. Si, alors que tu me connais, et que tu sais que je fais plein d'autres trucs, en fait, je fais 2 enfants, j'ai un métier, je fais hyper bien les pâtes, vraiment. Si tu penses que je ne suis que ça, c'est toi qui as un problème avec ça, c'est pas moi. Le syndicat de la magistrature s'est réuni pour réfléchir à ce que peut devenir la justice après MeToo, justice qui ne vous a pas écouté. Comment vous avez vécu cette invitation et votre prise de parole ? Vous savez, quand on commence à parler de ces histoires-là, on n'est pas très nombreuses. Donc, on se sent investi d'une forme de devoir. Et je le fais, et bien volontiers, parce qu'encore une fois, je sais le pouvoir immense de la parole. Puis il y a des moments où on fatigue. Mais on ne s'autorise pas à le dire parce qu'on se dit, mais non,
Non, faut y aller. Et puis là, c'est le syndicat de la magistrature qui se réunit pour réfléchir à ce que pourrait être une justice qui soit véritablement juste après MeToo. Je me dis, tiens, c'est la première fois qu'ils se posent la question. Je n'arrête pas de dire qu'en fait, avec plein d'autres, que les institutions doivent d'abord faire leur droit d'inventaire et essayer de comprendre ce qui dysfonctionne chez elles. Je ne peux pas leur dire non, alors que tout à coup, elles décident de se poser la question. Donc j'y vais. Sauf que je me rends compte, déjà, j'avais pas très envie d'aller retrouver des juges. Effectivement, la dernière fois que je les avais vus, c'était 20 ans plus tôt et ils l'avaient acquitté. Donc, ça faisait pas partie de mes meilleurs souvenirs. Et là, je me retrouve dans un train qui est le même, puisque l'affaire a été jugée dans le sud, près de Marseille. Et je me retrouve dans le même TGV Paris-Marseille. Le procès avait lieu en septembre, on est au mois de septembre. Et là, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je n'ai pas dit non? Et en fait, vraiment, c'est des souvenirs poisseux, vous savez. Un souvenir comme celui-là, quand bien même votre tête voudrait l'oublier, votre corps l'oublie pas. Votre tête a beau vous dire « Oh, ça va, t'as 47 balais, t'y vas comme journaliste, tout va bien, tu vas raconter ton expérience, tu vas engager des discussions sur ce que pourrait être une réforme de la justice, blablabla, à ton niveau, à ta hauteur, etc. » En toute humilité, bien sûr. Ton corps te dit « Tu connais ce train, tu connais cet endroit. C'était pas bien la dernière fois. » Et en fait, petit à petit, vous glissez et vous plongez et en fait, vous avez le sentiment, l'espace d'un instant, que le chemin que vous avez fait en 20 ans est réduit à néant. Donc après, vous passez quelques journées à plat quand même. Et puis après, on ne se refait pas. Moi, je tape au fond, on remonte et puis on y retourne parce que moi, vivante, il ne se passera pas un jour sans que je mette un bon coup dans les rotules du patriarcat, très clairement. On aime bien cette phrase. Vous tentez de répondre à cette question, comment on fait quand on est féministe pour être dans un couple hétéro? Alors, je n'ai pas du tout la réponse. Il se trouve que je le fais et que je le vis et plutôt bien. Ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il n'y a pas si longtemps que ça, on a, les femmes, la possibilité de se casser quand tout se passe bien. Il y a des relations dont il est extrêmement difficile de se sortir. Mais quand tout se passe bien, on peut se tirer. Moi-même, je suis plutôt du genre indépendante. Si ça n'allait pas, je serais partie. Ça va. Globalement, ça va, mais vraiment. Néanmoins, il est l'héritier, je suis l'héritière d'un système qui fait que dans un couple, il y a des places, il y a des rôles, il y a des assignations, notamment quand les enfants naissent. Et là, c'est extrêmement compliqué, en fait, de passer la journée sur ces questions-là et de rentrer le soir et de dire « je t'aime mon chéri et tout va bien » et non, t'inquiète pas, tes baskets, tu peux les laisser traîner dans le couloir, je vais les ramasser et je ne vais même pas penser que c'est pas à moi de le faire et que tu aurais pu y penser. Vous avez plutôt envie de lui faire bouffer par la semelle, très clairement. C'est en fait un quotidien qui est fait de moments où on se désespère parce qu'on se dit « c'est pas possible que ça nous arrive à nous ». Pas nous, pas... Non. Et puis des moments où vous gueulez, en fait. Mais en même temps, c'est pas sexy de s'engueuler sur une bouteille de lait qui va pas toute seule dans la poubelle à recycler. C'est pas sexy, on n'a pas envie de parler de ça. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse passer, la bouteille de lait, ou pas? Non. Et en fait, il y a des jours où vous laissez passer, et puis il y a des jours où vous laissez pas passer. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme sur le maquillage, surtout pas de dogme, n'enfermons pas ces questions-là dans ce qu'elles ne sont pas, c'est une espèce de rigidité assortie d'obligations, d'injonctions. Je veux dire, le féminisme est là pour nous libérer de ces injonctions-là, n'en rajoutons pas de nouvelles, et la pureté militante, on oublie. Il y a des jours où on a la force de batailler, il y a des jours où on n'a pas la force, et on n'a même pas envie d'en parler. Il y a des jours où on a la sérénité nécessaire pour engager un dialogue tout à fait constructif, et puis il y a des jours où on part boire des coups avec ses copines, et on dit qu'est-ce qui me fait chier. Voilà, ça dépend, et qu'à un cas, on chemine, mais c'est comme le reste, c'est un chemin. Quand le mouvement MeToo est sorti sur les réseaux, vous avez dénoncé l'un de vos chefs. J'ai l'impression que le mouvement MeToo n'a pas encore eu lieu dans les médias. Qu'en pensez-vous? Ah non, il y a un microclimat. Vous n'avez pas remarqué, Bindili? D'accord. Il y a un microclimat. Dans nos métiers, nous sommes profession de genre civilisée. Alors, dans nos métiers, dans les rédactions, dans cette maison ronde, partout, ça n'existe pas. D'ailleurs, pour qui aurait peur d'être agressé, violé ou harcelé, moi je dis, devenez journaliste, vous êtes à l'abri, et vous êtes à l'abri même des vannes sexistes. Non, il ne s'est rien passé. Mais pourquoi? Parce que c'est nous qui avons le pouvoir de raconter. Donc, on va taire encore plus fort. C'est pire que le cinéma. Pour l'instant, oui, puisque c'est pas sorti à quelques personnalités mises à part, mais qui sont très pratiques parce qu'on peut se raconter que, de nouveau, on peut repartir sur la logique du monstre. Nicolas Hulot était un monstre, PPDA était un monstre, mais le reste, tout va bien. On n'a pas du tout un système complètement dysfonctionnel avec des habitudes bien ancrées et des hiérarchies bien ancrées aussi. Non, il faut qu'on fasse le ménage chez nous, très clairement.
Vous parlez des rédactions justement qui ont du mal à traiter des violences faites aux femmes parce qu'elles estiment que ce n'est pas assez feel good. Ouais, alors ça m'est arrivé aussi. On m'a dit, ouais, non mais ok, non mais ouais, je sais. Bon, les victimes, bon, ça va 5 minutes, hein, les victimes. Alors non, ça va pas du tout, et même 5 minutes. Et puis on m'a dit, ouais, c'est pas feel good, donc viens, on parle d'autre chose. Mais je pense qu'on a dit exactement pareil des sujets des sujets environnement, écologie. Il y a 10-20 ans, on leur disait pareil. Effectivement, on vient un peu casser l'ambiance, hein. Parce que dans ce monde qu'on aime se raconter parfaitement ouvert, égalitaire, le pays des Lumières, tout ça, nous, on vient de dire non, en fait. En fait, il n'y a rien qui va. Mais venez, on déconstruit et puis on reconstruit. Donc ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, et puis donc on préfère se raconter que les féministes ont juste un utérus mal embouché, que tout ça, c'est jamais que des questions d'hormones, hein, et que c'est des histoires de niche ou d'opinion, ça, on dit beaucoup ça. Alors que le féminisme est une révolution anthropologique en cours, qu'on a la chance immense de vivre et qu'il faudrait traiter un petit peu à la hauteur des enjeux. C'est un vrai sujet et il est temps que les rédactions, toutes, s'en emparent. Vraiment. Et justement, vous avez l'air de dire les chroniques féministes sur France Inter perdent un peu du terrain. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est au moment où MeToo explose, c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une direction qui a compris qu'il se passait quelque chose. Et qui a été la seule, de toutes les radios, toutes les télés, c'était la seule à créer un espace dédié à ces questions de genre et de lutte féministe. Et j'ai eu à ce moment-là, c'était il y a 7 ans, j'avais 2 chroniques, une émission, mathématiquement. Il y en a 2 qui ont disparu depuis 7 ans. Donc là, j'ai une émission qui me va très bien. Je l'aime beaucoup. Encore une fois, vous connaissez le système. On n'est pas du tout propriétaire de sa chronique. Exactement. Moi, j'ai pas l'instinct propriétaire. C'est pas la question. Mais à chaque fois qu'il y a un espace dévolu à ces questions-là qui disparaît, moi, ça me pose toujours un problème. Alors, il y en a un autre qui est apparu. C'est Anne-Cécile Meffer qui tient une chronique le vendredi matin et qui le fait merveilleusement bien. Ce qui a disparu, c'est le fait de confier ces sujets-là à quelqu'un de la maison et en interne. Ça, le signal envoyé était on prend ça suffisamment au sérieux. Prendre Anne-Cécile, alors, on choisit Anne-Cécile parce qu'elle est plus que légitime sur le sujet. Mais c'est quelqu'un, elle est militante. Donc bon, si jamais elle dit des trucs qui nous dérangent un petit peu, bon, bah ça, c'est les militantes, elles vont un petit peu loin, mais c'est pas nous. Elle n'est pas de chez nous. C'est une façon de pas... C'est on s'engage, mais pas complètement. Voilà. Et de toute façon, je veux dire, c'est comme quand un ministère du droit des femmes de plein exercice disparaît au profit d'un secrétariat d'État. Bah ouais, c'est quand même un mauvais signe. Et là, c'est pareil. Encore une fois, je suis pas propriétaire de ma chronique. On l'aurait confié à quelqu'un d'autre. Je vais pas vous mentir, j'aurais beuglé comme un âne tout l'été. J'aurais trouvé ça dégueulasse. Mais en septembre, je serais passée à autre chose. Là, je trouve ça plus problématique, même si c'est vrai que ces sujets-là irriguent toutes les émissions. Aujourd'hui, il se passe pas une émission sans qu'on interroge les biais genrés. C'est vrai. Mais vous savez ce qui se passe avec les sujets qui sont transverses. À force d'être transverses, ils se diluent. Donc c'est peut-être le risque. Dans votre livre, vous revenez sur la sortie d'Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu. Ouais. Pour vous, le président a acté ce jour-là qu'il était antiféministe ? Oui, très clairement. Alors, moi, vraiment, quand en octobre 2017, en grande pompe, il annonce que les violences faites aux femmes allaient être une grande cause nationale, qu'il allait mettre en place un Grenelle, blablabla, j'étais la première à croire que vraiment, il nous prenait au sérieux. Quand je dis nous, c'est pas les militantes féministes, c'est nous les femmes, c'est la moitié de l'humanité, c'est quand même pas rien. On ne le connaissait pas encore très bien à l'époque. On ne savait pas que son grand truc, c'est les Grenelles, les numéros verts et les plans d'urgence et les consultations nationales et compagnie. Donc, on est tous tombés dans le panneau, toutes aussi. Force est de constater que pas grand-chose n'a été fait. Quelques petites choses, hein. Enfin, quand vous voyez que, ce que je vous disais tout à l'heure, que le taux de classement sans suite pour les viols a augmenté parce que le budget dévolu à la lutte contre les violences faites aux femmes a tellement peu augmenté qu'en fait, mathématiquement, face à la hausse des plaintes, il a baissé. Pardon, mais oui, quand on aime, on compte. Et on peut difficilement... ça ne tient pas très longtemps de dire c'est une grande cause nationale, mais je lui consacre le plus petit budget de l'État. Je veux dire, même un enfant de 6e comprend qu'il y a un problème, en fait, et qu'on est globalement en train de se foutre de nous. Et oui, on se fout de nous quand on nomme, par exemple... Suite au livre de Camille Kouchner, à ce hashtag #MeTooInceste, il y a un émoi très fort dans la population française et on monte la Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Pendant 3 ans, le juge Durand et Nathalie Mathieu consultent les témoignages de 30 000 personnes. Ils ont publié un rapport qui préconise donc 82 recommandations pour en finir avec l'inceste. Parce que spoiler, on peut en finir, c'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose. Quelques semaines après, je crois,
le juge Durand est renvoyé. C'est quoi le signal qu'on envoie là? C'est ouais, parlez. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que la personne à qui vous avez parlé, on la dégage. Donc, je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Quand Samuel Paty est assassiné, le tweet présidentiel, c'est quand même « La République est bonne fille, elle ne se laissera pas violer ». Ah. Donc en fait, il y a les bonnes filles qui se laissent pas violer et donc qui meurent, hein, globalement. La Bible dit pas autre chose. Hein. Les saintes, ce sont celles qui ont lutté si fort qu'elles ont fini par en crever, mais c'était tout plutôt que d'abdiquer de leur vertu, en gros. Et celles qui sont violées, qui sont encore vivantes, c'est les mauvaises filles. Parce qu'à un moment donné, on a cédé. Alors, on fait semblant de confondre céder et consentir. Hein, et donc, celles qui sont violées sont des mauvaises filles. Bref, à force, ça, plus ça, plus ça. Plus la défense de Depardieu, que personne ne lui demandait, hein. Mais voler au secours de Depardieu en disant qu'il rend fier la France, le message est reçu, le président nous crache dessus. Quel avenir pour le féminisme selon vous? Il est grand, ce sera bien. Il n'est pas forcément immédiat. On ne sait pas combien de vagues féministes il faudra pour le construire, ce monde, je dirais. Je crois qu'il y a une possibilité à gauche, parce que tout le monde dit l'horizon est bouché, à gauche, il ne se passe rien, et donc ce sera l'extrême droite. Moi, je crois qu'il y a une vraie possibilité à gauche qui serait une offre, une proposition écoféministe, c'est-à-dire un changement radical dans nos modes de vie, de pensée, dans nos représentations, à peu près dans tout. Là encore, c'est un système. Maintenant, quand est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera 2027? Est-ce que ce sera la prochaine? Je ne sais pas. Les mouvements féministes ont toujours été suivis de violents backlash, de retours de bâton. Celui-ci aura le sien. Sans doute, encore que je suis très surprise par la longévité de ce mouvement MeToo. Je croyais vraiment... En fait, à chaque fois qu'on croit que ça s'arrête, ça reprend. Donc, je ne sais pas combien de temps, mais je sais que le sens de l'histoire est celui-là. Ça n'est jamais que le parachèvement d'une révolution entamée en 1789 et qui a promis l'égalité de droit à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Pour les premiers, ça a été le cas. Nous, on a continué à se bagarrer. Donc, le sens de l'histoire, c'est le nôtre, évidemment. Le seul truc que moi j'ai en tête et qu'ont toutes les militantes féministes en tête, c'est un tic-tac un peu macabre. C'est qu'on sait très bien que chaque jour qui passe, c'est X victimes supplémentaires. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire combien de mortes est-ce qu'il vous faudra pour que vous réagissiez vraiment. Voilà. Merci beaucoup Julia Foïs d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes journaliste et autrice. Vous venez de sortir Ce que le féminisme m'a fait aux éditions Flammarion. Merci à vous. À bientôt.